La mémoire de l'eau, une menace pour le lobby du médicament. Un lobby ou groupe d'intérêt, groupe de pression ou encore groupe d'influence est un groupe de personnes créé pour promouvoir et défendre des intérêts, privés ou non, en exerçant des pressions ou une influence sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir. L'eau recouvre 71% de notre planète, mais seulement 1% de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce. Et ce que peu de gens savent, c'est que la composition de l'eau diffère en fonction de l'endroit où elle se trouve, bien que sa composition chimique reste toujours la même. Et cela reste un mystère. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène symbolisé par la lettre O et de deux atomes d'hydrogène symbolisés par la lettre H. Le diamètre d'une molécule d'eau est de 0,15 nanomètres. Il faut également savoir que 99% de la matière de l'univers est constituée d'hydrogène. Cette étrangeté dans la composition spécifique de l'eau, là où elle se trouve, explique sans doute pourquoi nous nous sentons reliés à un territoire, à un pays plus qu'un autre, là où nous avons grandi. Car notre corps est lui aussi composé majoritairement d'eau, 65% environ selon les individus. La raison de ce mystérieux attachement à un territoire donné pourrait s'expliquer du fait que l'eau possède une mémoire et qu'elle a la capacité de stocker de l'information, celle de toute substance avec laquelle elle a été en contact. L'eau aurait ainsi le pouvoir de nous transmettre la mémoire d'un lieu où nous avons vécu, ce qui expliquerait pourquoi certaines personnes ont la réminiscence de souvenirs d'endroits où elles ont vécu. Ce serait en quelque sorte une résonance avec le lieu où elles se trouvent. L'eau est également présente en quantité importante dans l'univers, comme l'attestent les recherches des astronomes. Quasiment toutes les planètes du système solaire possèdent de l'eau, sous une forme ou sous une autre. Mercure, Vénus, Mars, etc. Ainsi que de nombreux satellites comme Io, Titan, Encelade, etc. Mais comment l'eau possède-t-elle la capacité à mémoriser de l'information? Eh bien, cette étonnante faculté provient de ce que les scientifiques appellent des clusters. L'eau a en effet la capacité de se structurer en un agglomérat de molécules et de les agencer de telle manière que cela pourrait être comparé à un alphabet, un peu comme notre ADN qui code nos caractéristiques. Certains ont contesté ce pouvoir étrange de l'eau à conserver en mémoire de l'information via ces clusters. Pourtant, les scientifiques ont bien observé que ce phénomène existe. Ces personnages qu'on appelle des débunkers n'essaient pas de décrédibiliser cette idée parce qu'ils seraient d'ardents défenseurs de la vérité. Non, la vérité, elle, est ailleurs. S'ils agissent ainsi, c'est parce que certains enjeux sont colossaux, non pour la science, mais pour certains secteurs de l'économie. Décidément, quoi qu'on fasse, on n'y échappe pas, n'est-ce pas? Avant d'aller plus loin dans la démonstration que l'eau possède bien une mémoire capable de garder et de transmettre de l'information, et de vous parler de certaines expériences scientifiques extraordinaires réalisées sur la mémoire de l'eau, laissez-moi synthétiser les raisons qui poussent ces débunkers professionnels, au-delà de l'argent que cela génère pour eux, à tenter de ridiculiser la mémoire de l'eau, fait scientifique qui représente un changement dans notre mode de pensée. Tout commence au début des années 1990 avec Jacques Benveniste, un médecin et un immunologiste français, directeur de recherche en immunologie à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'un de ses doctorants, Bernard Poitvin, travaille sur l'homéopathie, sujet qui a récemment fait la une des journaux pour son déremboursement de la sécurité sociale. Les résultats du doctorant étant importants du point de vue de l'efficacité de cette médecine dite douce, Benveniste décide de s'intéresser lui aussi au sujet, mais sous un angle qui aura visiblement échappé aux débunkers. Et ces derniers vont s'acharner sur Benveniste afin de démontrer que la mémoire de l'eau n'est qu'un mythe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'homéopathie fait de l'ombre à l'allopathie, autrement dit la médecine classique. Et en 1998, Benveniste rédige un article sur la mémoire de l'eau qui paraîtra dans le journal NetGem, une revue scientifique et médicale. La critique sera sans appel. L'expérience menée par Benveniste sera examinée par Maddox et Walter Stewart, spécialistes des fraudes scientifiques.
ainsi que par un magicien, oui, un magicien, du nom de James Randi. Ces derniers jugeront que les résultats de Benveniste ne sont pas fiables, car, disent-ils, le protocole n'est pas assez rigoureux et n'est pas réalisé en double aveugle. On a déjà entendu ce genre d'argumentation. Ils dénoncent également ce qu'ils nomment le biais de l'observateur ou encore l'effet expérimentateur. Le discrédit dont l'immunologiste fera l'objet va évidemment détruire sa carrière et sans doute sa vie. Cet acharnement à ridiculiser ses recherches n'auront d'autre justification que d'invalider l'efficacité de l'homéopathie. C'est là le véritable enjeu pour l'industrie pharmaceutique, ce qui conduira les autorités de santé au déremboursement de cette médecine douce utilisée par des millions de gens avec des résultats incontestables. Le hic, c'est que les preuves manquent pour démontrer la réalité de l'efficacité homéopathique en laboratoire. Hormis le fait, bien sûr, que des gens disent aller mieux lorsqu'ils se soignent de cette médecine douce. Où est le problème? Eh bien, peut-être n'a-t-on pas regardé sciemment dans la bonne direction, celle des recherches de Benveniste. Notons au passage que le déremboursement de l'homéopathie conduira à la faillite de certains laboratoires homéopathiques, ce qui arrangera évidemment les affaires de l'industrie pharmaceutique qui parie, elle, sur l'allopathie. L'industrie pharmaceutique remporte alors une victoire en interdisant à l'homéopathie de se développer et de lui faire de l'ombre. Que les autres secteurs de la médecine dite non conventionnelle prennent garde, leur tour viendra. Pour la médecine conventionnelle, l'homéopathie n'aurait pas plus d'efficacité que l'effet placebo. Mais qu'est-ce donc que cet effet placebo au juste? Si ce n'est que le pouvoir d'une force qui nous est inconnue et par conséquent un aveu de notre ignorance sur la possibilité que la pensée humaine, les émotions, aient un pouvoir de guérison réel, une influence sur la matière. Hérésie que tout cela? Vraiment? Un placebo, c'est un procédé thérapeutique qui n'a pas d'efficacité propre ou spécifique, mais qui agit sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Dans le domaine du médicament, un placebo, c'est un traitement sans aucune substance active, dépourvu d'effet sur la pathologie à traiter, mais dont l'efficacité a été suffisamment démontrée. Ce serait de l'ordre de 30% et ça pourrait atteindre 60 à 70% dans les migraines ou les dépressions. Une définition de symptômes après traitement par placebo pourrait s'expliquer par une guérison spontanée ou une guérison naturelle de la maladie. Un miracle en somme. L'effet psychologique ou physiologique lié à la prise d'une substance inerte n'est pas toujours bénéfique. Il peut être dommageable pour l'individu et c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, du latin je nuirai, terme introduit en 1961 par Walter Kennedy. Nous pouvons donc ainsi présupposer sans risque d'erreur que l'attaque contre la théorie de la mémoire de l'eau n'est qu'une manœuvre pour préserver les intérêts d'un marché du médicament, des médicaments mis au point par l'industrie pharmaceutique. Nous comprenons donc pourquoi la mémoire de l'eau révolutionne la manière de penser et laisse entrevoir d'autres possibilités de soigner efficacement les gens, et ce à moindre frais, ce qui n'intéresse évidemment pas les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. À présent, étudions le postulat de la théorie sur la mémoire de l'eau. Eh bien, c'est ce que Benveniste a tenté de démontrer dans ses recherches. Vous devez également savoir que Benveniste a déposé en 1994 un brevet pour une méthode qui utilise les ondes électromagnétiques pour transmettre un message via les molécules d'eau, ces clusters dont nous avons déjà parlé. Il faut également savoir que, très vite, Benveniste a supposé que l'électromagnétisme était à l'œuvre dans la mémoire de l'eau. C'est cette hypothèse qu'ils ont voulu étouffer et tuer dans l'œuf. Alors, comment l'eau peut-elle retenir de l'information, tout comme la mémoire humaine? Eh bien, je vais vous décrire à présent l'étrange expérience de Benveniste, reprise par le professeur Luc Montagnier, qui est biologiste et virologue français, expérience qui a été reprise en 2008. L'expérience qui lui a valu d'ailleurs d'être relégué au rang d'un scientifique sénile et décrié par ses pairs, qui, gageons-le, se sont vite alignés dans le rang pour ne pas perdre leur crédit. Je parle ici d'argent, sonnant et trébuchant
pour assurer la pérennité de leurs travaux de recherche. Car sans argent, évidemment, pas de recherche. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Benveniste et qui explique sans doute sa mort prématurée. L'expérience a donc consisté, pour le professeur Luc Montagnier, à prélever le sang d'une personne atteinte du syndrome d'immunodéficience acquise et à en isoler l'ADN. Puis, à l'aide d'un amplificateur permettant de transmettre un enregistrement de la fréquence électromagnétique de la séquence ADN, une éprouvette d'eau pure fut soumise à cet enregistrement. Cela paraît étrange, mais pas tant que ça. C'est un peu comme faire écouter aux plantes de la musique, et des expériences ont démontré l'efficacité de certains compositeurs sur leur croissance. Une analyse réalisée par un laboratoire italien a donc montré que l'eau pure contenue dans l'éprouvette ne contenait aucune trace de l'ADN du malade. Mais lorsque cette même éprouvette fut soumise à l'écoute de la fréquence électromagnétique de l'ADN du malade, enregistrée par l'équipe du professeur Montagnier, et que l'eau de cette éprouvette fut soumise au procédé qu'on appelle PCR, rendu célèbre grâce aux séries policières, et qui consiste en une amplification enzymatique permettant d'obtenir un grand nombre de copies identiques d'un fragment d'ADN, eh bien, cela a permis de reproduire à 98% l'ADN du donneur dont la fréquence avait été enregistrée par le laboratoire français. Mais ça, ce n'est pas le plus extraordinaire, car le tour de force de cette expérience est que l'enregistrement de la fréquence correspondant à l'ADN du donneur a été transmis au laboratoire italien via Internet à l'aide d'un simple fichier informatique. Cela voudrait dire que les molécules d'eau sont capables de mémoriser de l'information en utilisant les ondes électromagnétiques ou que les ondes électromagnétiques sont capables de coder des informations dans des molécules d'eau. Cela a d'énormes implications médicales, puisque cela suppose que nous serions capables de transmettre aux cellules vivantes des fréquences issues de substances susceptibles de soigner des cellules malades ou infectées, voire de détruire des bactéries ou des virus à l'aide de simples fréquences électromagnétiques spécifiques. Par conséquent, de soigner des pathologies humaines et de guérir des cancers. Comprenez-vous l'intérêt qu'a l'industrie des médicaments à reléguer la théorie de la mémoire de l'eau aux oubliettes de la science? La guérison par les ondes électromagnétiques ou la thérapie par résonance a été conçue par les scientifiques Georges Laskovsky, Royal Rife et Nikola Tesla. Le scientifique russe, Georges Laskovsky, parlait de l'hypothèse que chaque cellule a sa propre fréquence de résonance. Si un organe ou une partie du corps est atteinte, infectée ou malade, la résonance des cellules en question baisse. Son idée était de construire un appareil pour générer un champ de fréquences dans un spectre très large. En plaçant la personne malade ou les parties du corps atteintes dans ce spectre de fréquences, les cellules atteintes reconnaissent leur propre fréquence et résonnent dans leur propre fréquence de résonance. Et ainsi, la maladie disparaît. On parle ici de régénération du corps, ce qui va bien plus loin que la guérison. La régénération est le remplacement des cellules irrémédiablement détruites ou perdues par des cellules semblables. Cette régénération se fait de façon parfaitement naturelle puisque nos cellules se composent de fréquences de résonance ou vibrations et sont régénérées, puisqu'elles sont ainsi remises dans la bonne fréquence, ce qui résulte en un meilleur fonctionnement du corps sur tous les plans. Laskovsky va encore plus loin. Il pense qu'il doit être possible d'arrêter la progression des maladies dégénératives comme la leucémie et le cancer, voire de les guérir. Faire fonctionner un appareil semblable est un problème technique, et après de longues périodes d'expérimentation, il fait appel à Tesla, qui détient déjà à lui seul plus de 1000 brevets. Tesla avait d'ailleurs donné une conférence sur le sujet 13 ans plus tôt, et il a des projets tout près dans ses cartons. Ainsi, l'oscillateur à ondes multiples voit le jour. Il permet d'activer des processus de guérison et il s'avère possible de guérir la plupart des cas de cancer, leucémie, ostéoporose, etc. Une grande partie du travail de Laskovsky fut réalisée entre 1920 et 1930 et plusieurs machines ont fonctionné dans des pays tels que la France, l'Angleterre et l'Allemagne avant de disparaître progressivement car elles donnaient des résultats trop rapides, ce qui n'était pas du goût et ce qui n'était pas rentable pour les hôpitaux. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui mit fin aux recherches de Laskovsky et lors d'une visite aux États-Unis,
il fut renversé par une grande voiture noire et malgré ses protestations, il fut ramené à l'hôpital où il va mourir dans des circonstances qui restent obscures. Étudions à présent les expériences du japonais Masaru Emoto sur l'influence de la pensée humaine et des émotions sur les molécules d'eau. L'idée peut paraître étrange, pourtant l'expérience montre que les molécules d'eau réagissent à la pensée humaine. Et finalement, lorsqu'on y réfléchit, cela n'a rien d'insolite si l'on considère que l'eau est sensible aux ondes électromagnétiques de basse fréquence et que la pensée humaine, qu'est-ce si ce n'est une onde, une fréquence électromagnétique que n'importe quel électroencéphalogramme est capable de mesurer et de détecter. L'expérience consiste donc à concentrer sa pensée sur de l'eau et à la figer rapidement en la refroidissant à température de congélation. On peut alors voir des cristaux de différentes formes qui se sont développés sous l'influence de la pensée humaine, ainsi orientée vers l'eau. Vous pouvez ainsi observer sur ces photographies prises par l'expérimentateur l'influence de certaines pensées sur les molécules d'eau, telles que merci, amour ou pardon, ainsi que l'influence de certaines prières et les effets déstructurants des pensées négatives dans le tableau sur votre droite. Cela nous amène à la morathérapie ou l'utilisation des ondes électromagnétiques pour soigner les gens. Le patient est alors relié à l'appareil par des électrodes d'entrée et des électrodes de sortie. Les signaux sont captés et traités ensuite par un procédé électronique. En effet, un filtre va permettre de différencier les ondes physiologiques des ondes pathologiques distordues. Les premières seront rendues à l'individu traité et légèrement amplifié afin de booster en quelque sorte les mécanismes physiologiques et les secondes seront inversées en phase avec une amplification importante afin d'amortir les informations déformées, voire de les supprimer. Les cellules en dysfonctionnement reçoivent alors des informations correctes, sans parasitage, permettant, si l'effet de masse est suffisant, de rétablir un langage cellulaire physiologique et de pouvoir ainsi vous mettre dans une situation optimale pour dénouer des blocages énergétiques à l'origine de certaines pathologies. Les ondes sont une réalité. D'ailleurs, connaissez-vous l'effet Kirlian? La Kirlian photographie est une technique incroyable pour créer des photos d'impression qui montrent essentiellement les auras. C'est Simon Kirlian qui a découvert cette technique. C'était un électricien russe et un homme d'entretien qui travaillait dans un hôpital local. En 1939, il a construit un dispositif assez inhabituel qui place une couche photographique en forme de feuille sur le dessus d'une plaque de décharge en métal, en utilisant une tension élevée pour créer une exposition d'une image. La première chose qu'il a prise en photo, ce sont ses propres mains. Et quand il a élaboré l'image, il a vu une lueur émaner du bout de ses doigts. Il a donc essayé cette expérience avec de nombreux objets différents et il a trouvé des résultats avec des auras tout à fait stupéfiants. Il a également expérimenté sa technique sur une feuille fraîchement cueillie. Et lorsque le film a été développé, il y avait une aura lumineuse tout autour de celle-ci, comme si la feuille avait été pleinement vivante et fonctionnelle. Mais ce n'est pas la partie la plus étonnante, parce que si vous coupez le bout de la feuille juste avant qu'elle soit examinée, il y a encore un aperçu de la présence de l'énergie de celle-ci, comme si elle n'avait jamais été coupée. Et c'est seulement au bout de quelques jours que la feuille figure réellement coupée. Son aura a mis beaucoup plus de temps à disparaître parce que la géométrie de la feuille existait encore de manière énergétique. Il a également été rapporté que les lueurs des auras des feuilles s'intensifiaient lorsqu'une main humaine s'approchait, comme si l'énergie des deux convergeait. Cet exemple prouve que les choses vivantes produisent beaucoup plus d'énergie qu'on ne le pensait. D'ailleurs, sur la main humaine photographiée, si la personne était malade ou tout simplement inquiète, l'aura était floue et désorganisée. Quand la personne, au contraire, était en bonne santé, la luminosité était forte et lisible. Pour terminer, j'aimerais évoquer deux petites histoires qui illustrent la réalité possible de l'influence de la pensée humaine, bien que cela paraisse un peu folklorique et que les sources ne sont pas fiables à 100% et tiennent lieu de miracles. Mais les miracles existent, puisque nombre de guérisons inexpliquées sont avérées et font l'objet chaque année d'enquêtes diligentées par le monde des médecins travaillant notamment pour les autorités religieuses. Nous sommes donc en 1881.
Le Lara fait naufrage après un terrible incendie à bord, peu de temps après avoir pris la mer. Au bout de 3 semaines, l'équipage agglutiné dans un canot de sauvetage souffre de la faim et de la soif, comme on peut l'imaginer. Et voici ce que raconte le capitaine Neil Carey pour expliquer comment ils ont pu survivre plusieurs semaines sans eau potable. Nous mourions de soif, dit-il. J'ai alors prié et imaginé que nous étions entourés d'eau douce, et quand j'ai plongé les mains dans l'eau et que j'ai porté cette eau à la bouche pour la boire, c'était de l'eau douce. Effet hypnotique ou influence de la pensée sur la matière, à moins que la prière ait un pouvoir réel sur le monde qui nous entoure, comme l'attestent d'ailleurs les barreurs de feu qui sont capables par de simples prières, connues d'eux seuls, d'arrêter la propagation de la brûlure ainsi que la douleur qui l'accompagne. Certains services hospitaliers ont d'ailleurs recours, sans en parler, à leur service. On imagine aisément pourquoi, dans un milieu médical cadenassé par l'industrie du médicament, guérir un patient sans avoir recours à une médecine coûteuse est un sacrilège. Une autre petite histoire, dont la source est indéterminée, raconte qu'un prêtre emprisonné a survécu grâce au seul pouvoir de sa foi et de la prière. Le pauvre homme n'avait pour toute et unique nourriture qu'un bol d'eau croupie et un crouton de pain rassis par jour, et sorti de prison, le prêtre expliqua que grâce à la prière, l'eau était devenue claire et s'était purifiée. Toutes ces histoires paraissent incroyables. Mais si vous doutez encore de la puissance et du pouvoir de l'eau, songez à la bombe à hydrogène. C'est en 1932 que l'eau lourde est découverte, et avec elle naîtra la bombe thermonucléaire, la plus puissante jamais inventée par l'humanité. Il existe plus de 70 propriétés de l'eau, points de fusion, densité, capacité calorifique, etc. Ces propriétés prises ensemble diffèrent de celles de la plupart des liquides. Ces propriétés anormales de l'eau sont une condition préalable à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Pourtant, personne ne comprend très bien leur origine. L'eau peut aussi exister sous différentes formes de glace, cristalline ou amorphe. Elle contient, même liquide, de petites structures ordonnées transitoires qu'il est possible d'étudier à l'aide d'une technique qu'on appelle la diffraction des rayons X. Cette méthode vient de révéler d'ailleurs que l'eau liquide ordinaire était elle-même un mélange complexe et fluctuant de deux formes liquides qui peuvent se séparer macroscopiquement dans certaines conditions. L'eau est donc au centre de notre vie. Pourtant, c'est un liquide singulier pour les physiciens et les chimistes. D'ailleurs, ceux-ci n'ont pas encore percé tous les secrets de l'eau, même armés des ordinateurs modernes les plus puissants du monde. Les physiciens et les chimistes savent qu'à des échelles de temps et de distance très courtes, des molécules d'eau s'assemblent très transitoirement du fait des fameuses liaisons hydrogènes, en donnant des structures qui sont des structures cristallines. Et ces structures sont appelées des clusters d'eau, comme nous l'avons déjà évoqué dans ce document. Ce phénomène est si mal compris qu'il est actuellement considéré comme l'un des problèmes non résolus de la chimie. Ce document vidéo a demandé plusieurs jours de travail ainsi que de nombreuses recherches. Il existe d'autres documents sur la mémoire de l'eau ainsi que les thérapies qui utilisent son étrange pouvoir. Pour la plupart, elles sont accessibles via Internet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez-la largement autour de vous. Merci. Aidez-nous à mieux référencer la chaîne en appuyant sur le pouce bleu. Abonnez-vous également à notre chaîne et cliquez sur l'alerte pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. À bientôt.